Bonjour à tous et à toutes. J'attends que tout le monde soit en place. On va démarrer. Bien, alors, donc je suis Isabelle Keffer et je m'occupe des études consommateurs au sens large chez Nielsen, qui est en deux mots une société qui fait deux choses essentiellement en France. Un qui récupère toutes les ventes de tous les magasins en France, hyper supermarchés, hard discounters, etc. Donc on a les ventes au jour le jour, donc on sait tout ce qui se vend et donc qui s'achète. Et par ailleurs, on a un panel de consommateurs de 14 000 personnes représentatives des Français qui déclarent toutes les semaines tout ce qu'elles vont acheter en hyper super, comme en magasin bio, comme dans tous les produits, comme dans tous les magasins spécialisés sur l'univers de la grande consommation. Donc quand je dis grande consommation, on appelle ça PGC-FLS, donc produits de grande consommation, frais libre-service. Donc c'est tout ce qu'on trouve en gros dans un supermarché, hein. Alimentation, produits frais, aussi tout ce qui est hygiène et tout ce qui est produits d'entretien pour la maison. Donc on fait des bilans tous les ans. Le sujet qu'on a retenu, c'est Healthy Food, potentiel et opportunité. Donc je vais présenter donc en trois parties. D'abord, je vais vous planter le décor en vous expliquant ce qui a marché ou pas marché cette année en termes de consommation, avant de zoomer sur deux grosses tendances du Healthy Food, qui sont d'ailleurs très représentées quand on regarde dans l'entrée, quand on arrive ici dans le salon. On voit quoi? À mon avis, la moitié, voire les 2/3 des produits sont bio. Les 20% sont végétaux et puis 10% sont locaux dans le sens authentique, produits de PME. Et ça tombe très bien parce que c'est exactement ce qu'il faut jouer, c'est ce qu'on va voir se développer en France. Alors, première chose, l'ensemble des produits de grande consommation en France pris sur une dizaine d'années, je ne vois pas le retour, donc, ouais, il est là. On a ici l'évolution en valeur de tout ce que les Français ont acheté au cours des années. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a une évolution qui s'est quand même fortement ralentie, puisque les gens, en global, ont dépensé que 1,5% de plus pour tous leurs produits de grande consommation que l'année 2016. Et donc, on s'inscrit vraiment en dessous des performances qu'on avait les années précédentes. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. La même chose en volume, donc le nombre de produits que les Français ont achetés. Là, on se rend compte qu'on n'a pas d'évolution. Ça veut dire quoi? Que le gâteau, il ne grossit pas en France sur les produits de grande consommation. Autrement dit, quand quelqu'un progresse, il le fait au détriment d'un autre, une catégorie au détriment d'une autre, etc. Donc, on a une consommation qui est relativement stable. Et pourquoi, en fait, ce phénomène? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement. On a ici une répartition des Français entre différents cycle de vie, si je puis dire. À gauche, plutôt, c'est le nombre de personnes qui composent les foyers, et à droite, c'est le pouvoir d'achat. Et on se rend compte de quoi? Que ce sont les gens modestes, en fait, qui ont dépensé moins d'une année sur l'autre. Forcément, donc il y a une gestion du budget qui est plus serrée. Et ça se retrouve au sein des familles, d'accord? Donc, qui ont baissé leurs dépenses de grande consommation. Bon, ça peut être pour s'acheter d'autres produits, ça peut être pour la téléphonie, ça peut être pour plein d'autres secteurs. Mais globalement, on sent quand même derrière une pression du pouvoir d'achat qui existe toujours en France sur la consommation de produits courantes. Alors là, il y a un peu beaucoup de choses, mais vous allez peut-être trouver votre bonheur si vous vous intéressez à l'un ou l'autre des sujets. Donc on a regardé ce que les Français avaient acheté en plus d'une année sur l'autre. Et on a essayé de ranger tous ces produits par grand thème. Alors déjà, on peut peut-être regarder le thème santé, 12%. Donc déjà, puisque le sujet c'est quand même healthy, on ne peut pas dire que 80% des dépenses supplémentaires des Français l'année dernière se sont dirigées vers des produits sains. C'est en l'occurrence pas le cas, il y en a quand même. Et encore, si je continue sur la santé, à l'intérieur de ce pôle, on a par exemple les œufs de plein air. 5%, ça veut dire quoi? Que sur 100 € supplémentaires que les Français ont dépensés entre les deux années, 5 € sont allés sur des œufs de plein air, donc par rapport à l'année d'avant. Donc les œufs de plein air, c'est aussi la distribution qui a beaucoup poussé. Donc si on ne trouve plus d'œufs normaux, on achète des œufs de plein air. Les deux grosses tendances, c'est quoi? Alors je passe un peu les boissons, parce que les boissons sont expliquées par un phénomène saisonnier. La météo de l'année 2007 a été favorable aux boissons, donc à l'eau plate, aux boissons sans alcool, etc. Par contre, la bière, ça fait plusieurs années que la bière se développe fortement. Donc c'est vraiment un développement inhérent à la catégorie. Moi, les cafés en dosette, c'est surtout une question de praticité. D'ailleurs, la praticité et le sans cuisine, vous voyez que c'est quand même ce que les Français recherchent avant tout, puisqu'on voit progresser
notamment tout ce qui est sans cuisine avec les plats cuisinés. Ça, depuis 15 ans, c'est la plus forte évolution de tous les produits alimentaires, donc tous les plats préparés frais. Mais on voit aussi dans ce pavé ici les salades préemballées snacking ou individuelles, les sandwichs, les sushis. Donc on est là vers des formes de consommation qui sont beaucoup plus pratiques, sans que derrière on ait forcément une notion santé. Sur l'aspect pratique, on a à l'intérieur deux choses qui sont intéressantes, ce qu'on appelle viande fraîche LS pour libre-service et poisson frais. C'est simplement le fait que les gens achètent ça dans des rayons tout près, genre la viande suremballée déjà, alors qu'avant ils faisaient la queue à la boucherie, pareil pour le poisson. Donc c'est plus pratique à acheter. Et tout en bas, on a aussi le snacking avec Perrault. Donc ça, c'est la réalité de ce que les Français ont dépensé en plus l'année dernière versus 2016. Mais après, il peut y avoir des tendances à l'intérieur, on va parler bio, végétal, etc. Alors, il y a déjà aussi autre chose qui est important. Qu'est-ce qui fait la croissance de la consommation? C'est souvent deux moteurs. C'est l'innovation. Donc, je vais parler d'innovation. Quels ont été les produits les plus, qui ont fait le plus de chiffre d'affaires sur leur début l'an passé? L'autre élément sera l'offre. En fait, on se rend compte que les gens suivent les propositions qu'ils trouvent en magasin. C'est-à-dire que si l'offre progresse beaucoup sur tel produit, vous pouvez être sûr que ce produit va beaucoup progresser. Donc l'offre est un moteur déterminant pour expliquer la croissance des produits. Alors l'année 2007 n'a pas été une année particulièrement innovante en masse. Vous voyez que 2,8% du chiffre d'affaires de l'ensemble de la grande consommation est venu de produits lancés dans l'année. Donc ce n'est pas plus que l'année 2016. Je vais vous montrer maintenant un fatras de produits. Ça, c'est les plus gros, pas succès, c'est les plus grosses ventes. Au bout de, c'est écrit combien? Au bout de 6 mois de lancement, tout produit de grande consommation confondu, alimentaire comme non alimentaire. La plus grosse vente, vous me direz c'est normal, c'est des produits qui coûtent cher, c'est les couches Lotus qui ont fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Après, on a des produits non alimentaires. Le produit, c'est quoi? C'est en bas les brownies granola, c'est au-dessus les brownies Milka, les bâtonnets en glace M&M's. On a quand même le lait, c'est moi le patron, qui arrive dans ce top 10, alors qu'il se lance des dizaines, voire des centaines de produits d'une année sur l'autre. Donc on a ici pas forcément que des produits sains. Je vais zoomer là tout de suite sur les produits alimentaires qui étaient dans ce tableau-là. On a quoi? On a du brownies, donc on a du gâteau. On a de la pizza surgelée. Il y a peut-être deux produits qui sont quand même plus tendance celle-ci, qui sont en haut à droite, la confiture Bonne Maman intense. Donc là, elle est encore plus riche en fruits. Et les desserts de fruits Tropicana. Donc Tropicana, acteur des jus, qui se met donc arrivé non pas sur les compotes, mais donc sur un dessert à base de fruits. Mais sinon, on se rend compte quand même qu'il y a toujours une demande pour du plaisir, pour du goûter, et qu'on n'est pas à 100% dans du healthy en France. Alors, avant de passer toujours aux produits bio, il y a un élément qui est très intéressant quand même, pour notamment ici au sein de ce salon, c'est ceux qui font la croissance en termes de marques, en termes de groupes, ne sont pas les marques de distributeurs qui sont tout en bas, qui sont stables en évolution, même si derrière ce sont souvent des PME qui fabriquent pour des distributeurs. Les grands groupes ont eu un chiffre d'affaires au global qui n'a progressé que de 1%. Et donc ce sont les PME, qu'elles soient TPE, ETI ou PME, qui ont le mieux progressé sur l'année 2017. Et du coup, l'ensemble de ces PME, ça contribue aux 2/3 de la croissance des produits de grande consommation en France. Donc, et ce n'est pas la première année que ça arrive. Donc on est ici, en France, sur une tendance où ce sont les PME qui sont sans doute privilégiées par les distributeurs, mais qui sont aussi beaucoup plus choisis par les consommateurs que des produits internationaux ou de grands groupes, voire même que des marques distributeurs. Sachez aussi que ces produits PME, alors on a ici deux informations, donc on compare qui achète les produits des PME comparés aux produits des grands groupes et aux marques distributeurs sur deux notions. À gauche, donc en bleu, on a les seniors. Donc on se rend compte que la moitié ou presque des ventes des PME se font vers des seniors. Alors que par exemple les grands groupes ou les marques distributeurs, donc on n'a que 40 ou 39%. Et de l'autre côté, 47% du chiffre d'affaires des PME est acheté par des foyers aisés ou de niveau moyenne supérieure. Ce qui veut dire que ce sont des gens quelque part qui ont du pouvoir d'achat. Donc ça c'est intéressant aussi quand derrière on pense au prix et au coût de revient. Ce qui n'est pas dans cette présentation. Sachez qu'on parle énormément des millennials, c'est le truc dont on parle tout le temps depuis des années. Les seniors sont de plus en plus nombreux en France, vont l'être encore plus demain. Pour moi, le marché de l'avenir, ce n'est pas les millennials, c'est les seniors. Mais bon.
Là, on fait un petit peu comme on veut. Toujours pour planter ce décor, on a regardé aussi quelles étaient les entreprises qui avaient le plus progressé en évolution l'année dernière. Donc là, ça dit quoi? Pingo, fabricant de produits à base de poulet par exemple, son chiffre d'affaires a progressé de 42% entre 2 années. Mix Buffet, plus 31%, Cité Marine, plus 23%, etc. On a qui dans ce hit parade en fait, de progression? On a les notions traiteur et pratique qu'on a vues tout à l'heure. Mix Buffet, parce que c'est notamment des salades. On a Sushi, donc qui fait des sushis. Pierre Martinet, le roi du traiteur. On a en dessous Rana, donc c'est les pâtes au rayon frais toutes prêtes. Et puis on a aussi des acteurs, plus du bien-être ou qui sont plus dans le healthy. Léa Nature. Léa Nature, c'est quoi? C'est les marques Jardin Bio, c'est bioéthique en hygiène beauté. On a aussi W Royal Vessanen, donc là c'est Bjorg, donc on est dans la diététique qui est essentiellement bio en bas, et les laboratoires Vitarmonine qui interviennent sur pas mal de secteurs aussi de la santé. Donc ce sont ces PME, soit côté pratique, plat tout prêt, pas de cuisine qui progresse, ou sur un axe plus santé, on a donc Léa Nature, Vitarmonine, le Royal Vessanen. Et à chaque fois, ce sont des croissances saines. Parce qu'on voit très souvent des sociétés qui progressent beaucoup, et 80% par exemple de cette croissance vient de la promo, du fait qu'elles ont poussé la promo. Or en l'occurrence, on s'aperçoit, c'est l'information qui est à droite, que la grande majorité de leur croissance est naturelle, entre guillemets, en tout cas n'est pas due à la promotion. Et dernière information aussi concernant les PME, on fait des études, on a des modèles très poussés. On fait ça par catégorie pour savoir quels sont les produits qu'il faut mettre dans les linéaires pour faire en sorte que la catégorie se développe plus pour un distributeur. Et là, on a pris un exemple, c'est les bières notamment. Ce modèle recommande au sein du marché des bières de pousser des marques de petits groupes et pas forcément des marques de grands groupes. Ça veut dire quoi? Un distributeur, il va avoir besoin de 10 références de plus en bière de petites marques, alors qu'il faudrait qu'il réduise 6 références de marques de bière d'un grand groupe, par exemple. Et cet exemple, on le multiplie sur beaucoup de catégories. Donc il y a une forte demande pour les PME. On voit que ça se développe auprès de la consommation des Français. C'est dans l'intérêt aussi des distributeurs, puisque ce modèle montre qu'avec plus de marques PME, ils vont développer aussi leur chiffre d'affaires. Donc les PME, c'est vraiment un grand vecteur de croissance en France depuis 3 ans. Pour planter le décor toujours, on dit c'est la fin de l'hypermarché. Bon, on a encore de beaux jours devant nous. Aujourd'hui, l'hypermarché, c'est toujours 42% des ventes en France. Les supermarchés 34. Donc certes, le drive Internet se développe, mais il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui verront le drive ou le e-commerce arriver devant l'hypermarché ou le supermarché. Je pense même jamais. Donc on reste toujours dans une distribution qu'on a connue depuis toujours, même si progressent plus rapidement les achats faits en drive ou les achats faits dans des magasins de proximité. Et qui ne sont pas non plus. Le SDMP, supermarché à dominante marque propre, ce sont ce qu'on appelait les hard discounters autrefois. Donc c'est Lidl, Aldi, Netto et il m'en manque un. Donc c'est ce type de magasin qui ne progresse pas forcément beaucoup. Alors ça, c'était pour la partie GMS, donc hyper super. Ça reste la grande majorité des achats des Français. Il ne faut quand même pas oublier qu'il se passe des choses ailleurs. On voit se développer des achats de façon assez forte dans d'autres types de circuits. Par exemple, les magasins spécialistes bio, ce qui va me faire l'introduction pour la partie bio que je vais attaquer maintenant. Donc les ventes, les achats en magasin bio ont progressé de 16% l'année dernière. En spécialistes frais, comme une enseigne comme Grand Frais par exemple, plus 7%, les magasins spécialisés en surgelé plus 5, les magasins spécialisés en pet food plus 5, et les solderies avec une enseigne qui se développe fortement en ce moment qui s'appelle Action, qui se développe fortement. Donc tout ça, ça progresse, mais ça progresse autour d'un noyau de consommation et d'achat qui reste fondamentalement les hyper et les supermarchés. Donc je vais parler du bio maintenant. Encore une fois, puisque c'est vraiment l'axe compris énormément de produits qu'on a vu, qu'on voit ici dans le salon. Alors, le bio, d'abord du côté magasin.
Pourquoi le bio progresse autant que ça en France? Il y a une première raison, c'est que le nombre de magasins spécialisés en bio a progressé très fortement, et notamment sur les 2 dernières années. On est passé là, de 2010 à 2018 de 836 magasins à 1500, et vous voyez que c'est surtout sur les 2 dernières années que le parc de magasins bio s'est fortement développé. Alors on a qui? Je ne sais pas si vous savez qui est le leader des magasins bio, et en chiffre d'affaires d'ailleurs, et en nombre de magasins. Bon, mes chiffres datent un peu, ils ont déjà 5 mois, donc ça a encore progressé depuis. En France, on a 400, on a même 528 magasins, je crois, aujourd'hui, Biocoop. Donc, c'est la plus grande enseigne de magasins bio, avec donc un certain nombre d'ouvertures, puisqu'ils sont à plus 17% en nombre d'ouvertures de magasins bio, suivi de La Vie Claire, 275 magasins. Et toutes ces enseignes en fait progressent. En troisième, Naturalia. Pour ceux qui sont sur Paris, on voit plus de bio, c'est bon, mais on se rend compte ici que ce n'est pas l'enseigne la plus fréquente en France, un peu comme Naturalia. Donc, on a un parc de magasins bio qui progresse. Et les magasins bio se sourcent forcément en produits bio, puisque c'est leur nature. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a encore 5 ans, les magasins bio, c'était très parisien. Aujourd'hui, quand on regarde la cartographie des magasins bio, on se rend compte qu'il y en a partout en France. C'est la carte que vous avez à gauche. Et que le nombre de gens qui vont faire des courses dans les magasins bio progresse régulièrement. L'année dernière, on avait 22,5% des Français qui ont fait au moins un achat en magasin bio. Donc un Français sur 5 fait des courses en magasin bio. 100% en fait aussi en GMS. Mais un quart des Français, et ça progresse beaucoup. Et ce chiffre de 22%, quand on le regarde par région, on se rend compte qu'en région parisienne, par exemple, on a 28% des Parisiens, au sens large, qui font leurs courses, donc qui vont en magasin bio, alors que dans le Nord-Est, ça n'est que 14% des gens du Nord-Est qui font des courses en magasin bio. Tout simplement parce que le nombre de magasins bio, en fait, est très, très inférieur dans la région Nord-Est. Donc, plus je vais avoir de magasins bio, plus je vais avoir des gens qui achètent dans ce type de magasin. Ça, c'est le côté bio, le côté magasin bio spécialisé. Mais ce qui se passe aussi beaucoup, c'est ce qui se passe du côté de la GMS. Donc, encore une fois, les hyper, les super, etc. Aujourd'hui, le marché bio, l'année dernière, il s'est élevé à 3,6 milliards. Alors, c'est une part de marché, on le verra juste après, qui est 3,4%, donc ce n'est pas certes le plus gros, mais en croissance, c'est énorme. C'est plus 21% de croissance pour les produits bio d'une année sur l'autre. 25 millions de Français, autrement dit 93% des Français, c'est-à-dire tout le monde, a acheté au moins une fois dans l'année un produit bio. Bon, en même temps, on achète beaucoup de produits par an, mais on a tout le monde qui est venu au moins donc, acheter un produit bio et est venu une fois et demie par mois acheter un produit bio. Ça, c'est la fréquence d'achat des produits bio. Bon, elle est encore inférieure, bien sûr, aux produits standards, puisque les gens font en général 8 fois des courses par mois. Et là, on n'est que 1,5 fois par mois. Alors, je vous ai mis en dessous un chiffre qui vient de l'agence Bio, dont les estimations sont que le marché global, tous circuits confondus, GMS, magasins spécialités, collectivités, restauration, etc., serait de 8 milliards, ce qui redimensionne encore beaucoup plus ce potentiel des produits bio, avec un rapport de force donc, qui donne quand même les GMS premiers vendeurs de produits bio avant même les magasins spécialisés bio. Alors, il y a une grosse interpénétration entre les magasins bio et la GMS. 90% des gens qui font des courses en magasin bio achètent aussi du bio en GMS. Donc, ce n'est pas cloisonné. Il n'y a pas un monde de gens qui fréquentent les magasins bio et d'autres qui ne fréquentent que les GMS. On est vraiment ici dans une complémentarité d'offres. Finalement, je vais acheter certains produits en magasin spécialisé et puis d'autres dans les GMS. Et en plus, quand j'achète du bio en GMS, indice 158, j'en achète 58% plus qu'un Français moyen. Donc, je suis gros acheteur aussi de produits bio en GMS. Et là, pour le coup, j'en achète 30 fois par an quand je vais en GMS. Donc, on a deux mondes qui se parlent. Donc, les gens vont à la fois acheter des produits bio en GMS et en magasin spécialisé, surtout pour ceux qui vont en magasin spécialisé, bien sûr. Alors, ça a été une grande nouveauté aussi de l'année dernière. Historiquement, le bio était acheté par des gens plutôt seniors. On a quoi sur ce graphique? On a le poids des achats bio dans tout ce que les gens achètent. Alors au niveau France, c'est 3,3%. Donc de tout ce qui est acheté en France est fait sous produits bio. Ça a progressé d'une année sur l'autre de 2,8 à 3,3. Mais vous voyez que là où ce 3,3 est le plus élevé finalement, il y a un 3,8, un 3,8 et un 3,9. C'est chez qui?
moins de 35 ans sans enfants, donc les fameux millennials, 35-40 ans sans enfants, et surtout les familles avec des enfants en maternelle. Hein, c'est ce que veut dire ce libellé. Donc c'est mon enfant le plus vieux, il a 5 ans, en primaire il a maximum 10 ans, etc. etc. Donc aujourd'hui, ce sont les familles maternelles, donc autrement dit les mamans, qui vont acheter des produits bio pour préserver la santé de leurs enfants, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Donc on a vraiment une diffusion et une acceptation des produits bio, même une recherche des produits bio de ce type de foyer, et ça c'est important pour l'avenir. Alors, ce 3,6 milliards de chiffre d'affaires qu'on a vu tout à l'heure sur les ventes de produits bio en GMS, eh ben, il est en très forte progression d'une année sur l'autre, puisque les ventes de produits bio ont progressé de 21% l'année dernière. C'était déjà 19% l'année d'avant. Et on voit qu'il y a vraiment une accélération de la croissance des produits bio qui s'est fait en 2016 et en 2017. Le facteur essentiel qui explique cette croissance des ventes, c'est l'offre. On a le nombre de produits bio dans les rayons qui a lui-même augmenté de 22%. Autrement dit, on a un parallélisme total entre plus j'ai de produits bio, et plus je vends des produits bio. Et ce phénomène d'offre ne va pas encore se saturer prochainement. Donc on va encore pouvoir mettre des produits bio au magasin et les ventes derrière vont progresser encore d'un bon rythme, en tout cas sûr à 2 chiffres cette année. On a encore 2 années à 2 chiffres, je dirais, si je fais des projections sur les ventes de produits bio. Et après, on va commencer à faire du +8, du +6. Mais on a encore une grosse poche de croissance demain sur les produits bio. Alors ça, je m'excuse, il y a beaucoup de chiffres, mais pour ceux qui seraient intéressés de savoir dans quelle catégorie le bio est le plus fort, donc c'est le graphique de gauche, le bio représente 59% des ventes de tout le rayon diététique, d'accord, donc les Bjorg et autres acteurs spécialisés de ce type. La deuxième catégorie sont les salades de légumes en conserve. Ça, à chaque fois, on est très étonné, mais bon, c'est 29% des ventes de cette catégorie qui sont en produits bio. Et après, on trouve les infusions, 29%. On est près des plantes, on est près de la nature. Les œufs, 22%. Et puis après, on descend très vite. Là, on n'a mis qu'une vingtaine de catégories, sachant qu'il en existe 250. Bon, en alimentaire, 180. Donc, on a ici encore beaucoup de potentiel pour le bio. Toutes les catégories qui ne sont pas sur ce graphique-là, notamment, qui sont en dessous de 9%. Et le graphique de droite dit quoi? Dit que sur 100 euros vendus en produits bio, 10% le sont en produits diététiques. Donc là, c'est le poids de chaque catégorie sur les ventes de produits bio. Donc aujourd'hui, ce qui sort le plus en France en produits bio, c'est d'abord des produits diététiques, 10%, puis c'est des œufs, 8%, du lait, des jus de fruits, des yaourts, etc. Ce qui est frappant, c'est qu'avec ces 12 catégories, on fait la moitié du chiffre d'affaires du bio. Ça veut dire quoi? Que 12 catégories, encore une fois, par rapport à 180, il y a un potentiel énorme pour le bio sur toutes les autres catégories, puisque là, on est encore très concentré sur un nombre limité de catégories qui sont fortes en bio. Et alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas n'importe qui vend du bio. Aujourd'hui, la part de marché des marques distributeurs en bio est bien supérieure à la part de marché des marques distributeurs en produits standards. Ça se lit comment? Eh bien, en noir en bas, on a la part de marché des marques distributeurs en général, 32%. Des ventes en France sont faites sous marque distributeur. Et quand on regarde dans les produits bio, on a 46%, c'est-à-dire presque la moitié des ventes de produits bio aujourd'hui qui sont faites sous marque distributeur. D'accord ? Et l'information qui est à droite, c'est dire, bah oui, mais forcément, s'il y a 2 fois plus de références de marques distributeurs en bio qu'en normal, ça expliquerait. En l'occurrence, il y a un petit effet. Il y a plus de produits proportionnellement en marque distributeur en bio qu'en général, mais ce n'est pas au même niveau que les ventes qu'on observe ici à 46%. Donc il y a un peu plus proportionnellement de marques distributeurs dans le rayon, dans les produits bio que dans les produits standards, mais néanmoins, la performance, elle est très forte. Évidemment, on pense tous au prix. Quand on sait, vous le verrez après, que l'indice prix moyen du bio, c'est 125, donc 25% plus cher en moyenne qu'un produit standard. Forcément, si j'achète une marque distributeur par rapport à une marque lambda, si je l'achète en bio, je vais arriver à une espèce d'équivalent de prix, alors que si j'achète une grande marque bio, je vais payer pour la marque, je vais payer pour le bio. Donc l'écart de prix sera très important. Donc grosse part de marché des marques distributeurs qui derrière sont fabriquées par des PME bien souvent. Et aussi au sein des marques, on a, il n'est pas ici, mais une surreprésentation de tout ce qui est PME au détriment des grands groupes.
Bon, donc la marque distributeur est incontournable. Sachez simplement 80% des gens qui achètent du bio, enfin 79 exactement, ils achètent et de la marque distributeur et des marques non marque distributeur. Alors, les grands acteurs du bio, à date, on en a vu un petit peu tout à l'heure. Donc là, on a leur chiffre d'affaires, donc juste sur le bio. La société qui vend le plus de produits bio en France aujourd'hui, c'est Royal Vessanen. Donc on est au-dessus de 200 millions. Donc là, c'est la marque Björg essentiellement. Puis Léa Nature, avec encore une fois Jardin Bio en alimentaire, bioéthique, il manque Esso Bio pour tout ce qui est hygiène et beauté. Après se glissent de temps en temps des acteurs classiques, par exemple Lactalis ici, mais Lactalis, sur les 100 millions de chiffre d'affaires qu'il fait en bio, ce 100 millions, c'est rien du tout, ça c'est 6% en l'occurrence, de tout ce qui vend en France. Donc il n'est pas spécialisé en produits bio. On a Otsuka qui est spécialisé en bio, ne me demandez plus la marque, j'ai un gros trou, mais je suis sûre que dans la salle, il y en a qui savent. Tribala avec la marque Vrai, Britvic. Donc on a dans cette liste beaucoup de PME, donc qui sont vraiment les plus forts en vente de produits bio, au détriment des grandes sociétés multinationales ou des grands groupes. Mais ils arrivent. Aujourd'hui, ce qui se passe là, vraiment la chose flagrante de la fin d'année 2017 et en ce moment, c'est que tous les grands fabricants arrivent avec des produits bio. Là, c'est un extrait. Il en existe encore bien d'autres. Bon, Lactel en bio existait depuis plus longtemps. Le jus de fruits Pressade bio qui marche très fort, donc on l'a mis ici. Mais on a du saumon, on a des œufs de marque Matine, Puget qui fait du bio, etc. Donc ça, c'est un échantillon de marques, mais c'est la stratégie prioritaire de tous les grands groupes en France aussi de profiter de cette croissance des produits bio. Et du coup, on a regardé l'année dernière, c'est quels sont les produits en bio qui ont les innovations bio qui ont le mieux fonctionné, en tout cas qui ont été le plus vendus. On a en premier des tablettes de chocolat Côte d'Or bio qui ont réalisé 2 millions de chiffre d'affaires. Bon, 2 millions, c'est pas très gros hein, comme lancement par rapport à tout ce qu'on peut voir en grande consommation. On a ensuite les tartinables Blini, on a l'infusion éléphant. Donc on a un mélange ici de produits soit de grands groupes, soit de PME, un mix buffet, enfin mix salade qui vient de mix buffet. Rochefontaine, les conserves de légumes, c'est pareil, ce ne sont pas des grandes sociétés. Donc là, on a ce qui est intéressant, à mon sens, à regarder ici, c'est que là, on est au bout de 6 mois de vente. Donc, allez, disons qu'on multiplie par 2 pour avoir un chiffre d'affaires annuel. Ça vous donne là le chiffre d'affaires potentiel d'une gamme bio. Hein, si je prends les tablettes de chocolat à 2 millions, ça ferait 4 millions. 4 ou 5 millions, c'est ce qu'on peut estimer comme revenu, comme chiffre d'affaires pour un produit bio qui fonctionnerait bien. Donc ça permet aussi de fixer les idées quand on veut derrière faire des lancements. Et alors voilà, je vous ai dit qu'il en arrivait plein d'autres. Donc là, on a Liebi qui est arrivé en bio, on a Carte Noire bio, Charal bio, Fleury Michon sur son jambon qui lance des tas de choses après les sans nitrité. Maintenant, on est sur le bio en jambon ou en poulet. La laitière, donc là, c'est la plus grande des sociétés, parce que c'est Lactalis et Nestlé derrière, donc lance du bio. Même le lait infantile pour les enfants arrive aussi en bio. Donc partout, on voit arriver des références bio de grands groupes qui peuvent concurrencer les PME qui, elles l'espèrent plutôt, vont développer en fait le marché du bio. Je crois que je n'ai pas mis l'information ici, mais pour ces sociétés, c'est super intéressant de lancer du bio. On a fait plusieurs études sur plusieurs produits qui montrent que sur ces lancements, il n'y a que 30% à peu près du chiffre d'affaires qui est cannibalisé sur des gammes standards. Autrement dit, si je prends le Legigos bio, il n'y a que 30% de son chiffre d'affaires qui va être de la substitution de Legigos standard par ce lait bio. Tout le reste, ça va venir en additionnel à la marque Gigos. Et ça, c'est vrai sur plein d'exemples. Donc, c'est intéressant aussi pour ces sociétés, hein, en dehors de la profitabilité éventuelle de ces produits, de pouvoir étendre leur territoire et d'aller chercher de nouveaux consommateurs. Donc demain, le bio, évidemment, on va encore avoir une croissance importante. On a pour 3 raisons essentielles. Celle du milieu, l'offre, c'est que je vous l'ai montré tout à l'heure, la moitié des ventes de bio se fait sur 12 catégories seulement. Alors, il en existe pas loin de 200 en France. Donc, il y a de la place pour le bio dans d'autres catégories. Ce qu'on a à droite, le prix. L'indice prix moyen, c'est 125. Ça veut dire quoi? Forcément, il va y avoir une différenciation. Il y a des gens qui vont acheter des produits bio parce qu'ils peuvent se le permettre et d'autres pas. Donc là, on peut imaginer que la massification de la production de produits bio
va donc, ça avait été dit par les intervenants précédents, va causer une accessibilité prix plus facile. Et du coup, on va encore avoir un développement du bio facilité par ce prix qui va baisser. Sachant qu'aussi, dans les produits bio, il n'y a que 13% de leurs ventes qui sont faites en promotion, ce qui est très loin des 22% en moyenne en France, dans les produits de grande consommation. 22% de leur chiffre d'affaires est fait sous promo. Donc là, on est à la moitié, ce qui veut dire que c'est intéressant parce que plus profitable. Et dernier élément tout à gauche, ça dit simplement qu'il y a peut-être la place, et il faut y réfléchir, pour les produits bio en SDMP, ça veut dire donc les fameux hard discount, Aldi, Lidl, etc., où l'offre en produits bio est encore faible par rapport à leur part de marché. Donc on a encore une croissance attendue du bio sur au moins 2-3 ans à 2 chiffres. Et après, on va avoir déjà un marché beaucoup plus gros qui va un petit peu se stabiliser. Donc ça, c'était la vue d'ensemble pour le bio. Bon, ça, c'est un petit peu le résumé de ce que l'on vient de voir, sachant que le phénomène principal qui explique la croissance des ventes de produits bio, c'est bien l'offre. Il y a de plus en plus de produits bio en magasin et du coup, c'est des produits qui sont forcément derrière achetés. Et l'autre point important, je pense ici, c'est cet aspect famille. Donc aujourd'hui, le bio a été accepté, en tout cas, et beaucoup acheté par des familles avec des jeunes enfants. Donc ça, c'est à la fois ça fait peur en se disant parce qu'ils achètent du bio pour se réfugier, en tout cas se protéger la santé de leurs enfants. Sous-entendu, le reste n'est pas bon. Mais en même temps, comme c'est des familles qui vont vieillir, les enfants vont grandir. Donc on installe en ce moment les piliers de la consommation du bio de demain. Alors, il n'y a pas que le bio, il y a le végétal. L'autre grosse tendance aussi de l'alimentaire, même si elle est moins grosse en volume. Alors, je commence par ça. Je viens d'en parler un petit peu. Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent trouver le plus en magasin demain, c'est des produits comment ? Ils vous répondent, je veux des produits, enfin 54% d'entre eux vont dire, je veux des produits 100% naturels. La vraie demande, elle est là. Le bio n'est qu'une forme de réponse des gens à cette demande de produits naturels. On se dit, si c'est du bio, il y a moins de cochonneries dedans, donc je vais me préserver. Mais au fond, c'est ça. Hein, la vraie demande, c'est donnez-moi des produits naturels. Le bio arrive plus bas dans cette liste. Et toutes les autres choses, genre sans colorant, sans OGM, c'est pareil. Ne m'empoisonnez pas. Hein, c'est ça, protéger. Je veux protéger ma santé et ceux des gens de ma famille. Donc c'est vraiment l'axe sur lequel il faut absolument se poser pour faire de la croissance. Alors, il y a une traduction aussi de cette recherche de produits plus naturels. C'est qu'on a vu l'année dernière se développer les achats de fruits, donc là vraiment les fruits bruts, hein, la banane, les oranges, etc., ou de légumes, hein, donc tout ce qui est haricots, etc., ce qui n'était pas forcément arrivé depuis un certain temps, où les gens achetaient de plus en plus de produits transformés et moins de produits bruts. Donc on a retrouvé une croissance des fruits et des légumes, en particulier d'ailleurs auprès des familles. Et ça, encore une fois, si un message que vous devez avoir retenu aujourd'hui, c'est que l'offre est déterminante pour les ventes, c'est qu'on voit beaucoup de distributeurs qui ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer leurs rayons fruits et légumes, les rendre plus attrayants, faire des mini-marchés. Donc cette théâtralisation, comme on dit, fait aussi que les gens ont plus envie de fréquenter ces rayons et donc ils achètent plus de fruits et de légumes. Et en particulier les familles. Les revoilà. Donc, qui a le plus progressé en achat de fruits frais et de légumes frais l'année dernière? Ce sont les familles avec des enfants. Donc, on sent vraiment une prise de conscience. Alors, je ne sais pas si c'est déjà les 5 fruits et légumes par jour qui commencent enfin à s'implanter en France. Mais en tout cas, les familles ont acheté 3,8% de plus de fruits frais et 1% de légumes quand les autres étaient un petit peu ici en repli. Donc, plus de fruits, plus de légumes frais. Et au sein des fruits, il y a une tendance aussi qui est très intéressante, c'est quand on regarde le type de fruit qui a le plus progressé, on s'aperçoit que ce qui est le plus en croissance sont les fruits secs. Ça fait partie des fruits aussi. Donc une croissance de 11%, ça représentait un quart des dépenses supplémentaires, enfin 23% des dépenses supplémentaires des gens entre les 2 années. Et avec notamment 2 types de fruits secs, c'est les amandes, la moitié, et les noix, 31%. Donc, or, on sait que les fruits secs sont plus riches en protéines végétales que la viande. Donc c'est ce qu'on voit ici avec ces 2 chiffres-là. Et c'est ce qu'on voit ici. Bon, on a mis au milieu les grammes
de protéines sur chacun de ces types de fruits secs, donc 20 grammes par exemple pour les amandes, et vous avez à droite les évolutions de ces produits-là, plus 13, plus 14, plus 11 pour les amandes, les noix, les pistaches, les lentilles sèches, les haricots secs, les pois. Donc tout ça, ce sont des produits riches en protéines végétales, donc qui nécessitent de moins manger de viande à côté. Donc on a un fort développement aussi de ce type de produits. J'ai appris au passage que dans le beurre de cacahuète, c'était super riche en protéines végétales, mais bon, il y a peut-être d'autres inconvénients à manger ce produit-là. Et le quinoa, qui est le truc qui se développe, mais pour le moment, il est encore tout petit. Bon, je vous parle de ces tendances. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, si je prends le budget d'un Français, dans quoi il va le plus mettre son argent, donc qu'est-ce qu'il va le plus acheter? C'est quand même de la viande, toujours. 560 €, non 580. C'est toujours des produits type yaourt. Et puis les restes fruits et légumes sont quand même en dessous. D'accord? Donc aujourd'hui, les Français, on ne va pas dire qu'ils sont devenus tout végétaux, tout bio. Il faut toute proportion garder. On a des tendances, mais ça reste aujourd'hui, donc ce qui est viande et à base d'animaux, l'essentiel de la consommation, en tout cas des achats des Français l'an passé. Et on est encore loin d'être végétarienne, mais ça va être le sujet, je crois, de l'intervention suivante. C'est juste les petits chiffres en haut à droite qui viennent de se rajouter. Les gens en France qui font un régime vegan, c'est 2% des Français, végétariens 4%. Flexitariens, c'est ceux qui essaient de manger moins de viande, mais ceux qui essaient de manger moins de viande, c'est 16%. Donc à date, on n'a pas encore la moitié des Français qui sont en train de devenir véganes. Mais on a une tendance vers de plus en plus de végétal. Alors, les produits veggie, on le vend en poupe. Alors, ce que je mets ici dans les produits veggie, ce sont les substituts de viande végétaux. Okay, donc, ce qui ressemble à un steak, mais à base de végétaux. Donc, il faut savoir qu'il y a 20% des Français qui achètent ces produits-là. C'est quand même pas rien. Ça n'existait pas beaucoup que sous marque spécialiste il y a encore 5 ans. C'est un marché de 56 millions de chiffre d'affaires. Et c'est surtout des produits frais versus de l'épicerie, donc 80%. Et il n'y a que 8 références en moyenne par magasin sur ces produits-là. Alors, de qui parle-t-on? On parle d'un marché qui, historiquement, était tenu par des acteurs spécialisés type Bjorg, type notre marque Céréales, par exemple. Et on a vu arriver l'an passé des acteurs de la grande distribution classique, comme Erta ou Fleury-Michon, qui ont donc pas mal vendu, parce que si je prends Erta, 18 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, versus les acteurs traditionnels, c'est pas mal. Il y a 2 messages là-dessus. C'est qu'un, la croissance des acteurs spécialisés continue, et que donc les marques classiques, entre guillemets les marques de distribution historiques, comme Erta ou Fleury-Michon, viennent rajouter du chiffre d'affaires à cette catégorie. Donc on a vraiment un marché qui s'accroît avec ces nouveaux acteurs. Donc ça, c'est pour le végétal. Et en ce moment, on a des nouveaux lancements qui arrivent aussi de grandes marques. Donc un marché qui va fortement encore croître en 2018 et les 2 années à venir. Donc un marché assez gros qui se développe en ce moment. Et avec toutes les propositions que j'ai vues ici, ça va encore continuer. Il y a en revanche une autre tendance qui est assez intéressante, c'est que historiquement en ultra frais, donc dans les yaourts, c'était les yaourts de soja qui se développaient beaucoup. Ils faisaient plus 16% d'évolution en vente en 2015, plus 15% l'année d'après. L'année dernière, pouf, ils sont tombés à plus 4%. Et on voit que le nombre de gens qui achètent des produits soja s'est un petit peu stabilisé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sont arrivés dans le rayon ultra frais des propositions, notamment tout ce qui est bio, mais aussi tout ce qui est à base de lait de chèvre et de brebis, qui dans l'esprit des gens sont aussi sains. Et en tout cas, c'est vers ce type de produits que les gens se sont dirigés. Vous voyez des croissances de l'ordre de 20%, donc pour l'ultra frais bio, donc ça c'est les 54 millions qu'on voit en vert ici. Au-dessus pour chèvre brebis plus 20%. Et le végétal, du coup, il a un petit peu ralenti parce que aussi, toujours pareil, en magasin, en offre, il y a eu plus de produits bio ou chèvre brebis qui ont été proposés. Et le végétal n'a pas suivi ce mouvement-là. Et ces produits dits alternatifs, au sein de l'ultra frais, quand même, tout ce qui est bio, plus chèvre, plus brebis, plus végétal, ça fait pas loin de 10% du marché. Donc c'est gros. Enfin, je veux dire, on n'est pas là dans une consommation, un épiphénomène de marché à gauche ou à droite. Un autre marché, le lait. On a comparé ici les ventes de lait végétal, donc les boissons en base de lait, d'amandes, de noisettes, etc. Donc tout ce qui peut exister par rapport à la taille du marché du lait de vache, enfin, du lait animal essentiellement de vache.
Bon, on se rend compte quand même, ce petit chiffre qui est en vert en bas, ça représente aussi 7,5% de ce marché en valeur. Donc là aussi, on est en train d'avoir un rapport de force en faveur du végétal qui fait que c'est plus un tout petit marché de rien du tout par rapport au lait de vache qui, lui, par contre, est un peu sur la pente. On sait qu'on a une érosion de vente de lait d'une année sur l'autre. Et puis, alors, il y a plein de petits marchés qu'on voit progresser avec cette tendance derrière aussi de recherche de produits plus sains. Par exemple, le thé vert, plus 6%, quand le thé noir, il a moins 20%. Donc, on sait que le thé vert a réputation d'être meilleur pour la santé. Les herbes en 4e gamme ou les herbes surgelées, donc coriandre et autres, qui, pareil, ont des vertus et qui vont être plus achetées d'une année sur l'autre. Le quinoa, on a déjà vu. Le boulgour, au sein de l'huile, on voit le plus progresser l'huile de sésame ou l'huile de noix, pareil, réputée avoir des vertus santé plus importantes que l'huile mélangée ou l'huile de tournesol, par exemple. Et puis à droite, on a des produits moins transformés. Le riz complet ou le riz brun, plus 8% quand le reste du marché est relativement stable. Le café en grain, donc vraiment juste le grain. Il n'est pas moulu, il n'est pas en dosette, c'est vraiment, j'ai la machine, je vais moudre mon grain. Donc là, on a plus un retour à une forme plus naturelle. Et donc tout ce qui est légumes secs et légumineuses, là, on sent aussi cette tendance de recherche de protéines végétales qui explique en fait ces croissances. Donc j'en finis avec ce chart. Il y a deux moteurs pour la croissance, l'offre et notamment l'innovation. Donc il reste un levier clé de croissance, notamment pour les PME, sachant que ces PME génèrent les 2/3 de la croissance. Le bio a encore beaucoup de potentiel sur de nombreuses catégories, puisqu'il n'est présent que sur un petit nombre encore. Derrière cette volonté de manger plus sain, donc on voit progresser les produits, les fruits, les légumes, les produits à base donc, de végétal, que ce soit des substituts de viande ou d'autres. Mais moi, je finirai par deux choses. Un, encore une fois, le bio n'est qu'un mode d'expression de la recherche des gens de manger naturel. D'accord ? Le bio n'est pas la seule réponse. Si on a déjà des produits qui sont avec moins d'ingrédients, qui sont transparents dans le sens il n'y a rien à cacher ni dans le process ni dans le produit final, déjà ces produits-là, sous réserve qu'on arrive à bien communiquer auprès des gens, vont être une bonne réponse aux demandes des Français, d'autant qu'ils ne sont pas forcément plus chers que les autres, encore que. Et puis il y a quand même autre chose, c'est que la France n'est pas en train de devenir 100% végétarienne, ni 100% je mange sain. Vous avez vu dans le hit parade des innovations, c'était des brownies, c'était des tablettes de chocolat, donc le plaisir, ça reste quand même une source de croissance énorme pour les gens. Et quand on mange, j'ai pas le droit de citer, mais quand on mange une barre Mars, on se fiche de savoir ce qu'il y a dedans. C'est un truc, on mange, on sait que c'est pas bon pour différentes raisons, mais tant pis, on peut pas tout le temps penser je mange sain sur n'importe laquelle des produits. Et je voulais dire une dernière chose qui vient de m'échapper. Et le dernier élément qui n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'autre tendance porteuse, c'est les produits dits locaux. Parce qu'un produit local ou made in France, ou fait par une PME proche de chez moi, il est forcément mieux qu'un autre. Parce que local égale sain aussi, il y a une espèce de confusion dans l'esprit des gens. Si c'est local, c'est bon. Donc c'est une autre poche de croissance qui peut être exploitée. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Eh bien, merci. Merci.